Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Bordeaux Place Financière et Tertiaire avec l'aide technique et logistique de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Bordeaux Place Financière et Tertiaire est une association de dirigeants de la Banque de la Finance et du Conseil réunis sous une bannière commune dans l'objectif de favoriser et fluidifier les échanges entre les professionnels de la finance, mais surtout auprès des composantes de l'écosystème local. Le thème choisi aujourd'hui est le financement des entreprises dans un contexte de hausse des taux, de raréfaction du crédit, de ce qu'on entend, et d'incertitude économique. Pour traiter ce sujet aujourd'hui, nous avons Frédéric Wignowski, médiateur national du crédit à la Banque de France, Corinne Dagrin, présidente de RD Capital Investissement, Laurent Vanderpot, pour l'œil de l'entreprise, président de Sudagro, Christelle Lantras, directeur de marché entreprise au CIC Sud-Ouest, et les débats seront animés par Maître Guillaume Rivet, avocat associé chez Redling. Merci en tout cas pour votre intérêt et je vous souhaite un bon moment d'échange. Merci Axel. Donc nous démarrons donc le sujet du financement de l'entreprise. Quelles leçons nous tirons de ces derniers mois et quel est l'avenir de nos entreprises en termes de financement? Voilà, quels sont les sujets que nous allons adresser aujourd'hui. Alors, Axel Champagne a donc présenté les différents intervenants. Je vous rappelle quand même qu'un chat est à disposition. Donc, en fin de webinaire, nous pourrons traiter les questions et réponses que vous nous aurez soumises. Et puis, donc je vais commencer par une première question pour Frédéric Wignowski. Donc Frédéric, quel est l'état de la situation de nos entreprises en France? Et puis on entend souvent dire que les entreprises françaises sont sous-capitalisées, particulièrement par rapport à nos voisins allemands et aux entreprises américaines. Finalement, dans cette période où on a multiplié les PGE et en période de hausse de taux, quelle est la situation? Bien, alors pour illustrer mon propos, j'ai préparé quelques slides très brefs, mais pour des chiffres, c'est toujours plus facile. J'espère qu'ils peuvent être projetés. Je pense que 2 mots permettent de résumer la situation de nos entreprises d'une manière globale. Après, bien évidemment, il y a toujours les situations spécifiques et dont il faut absolument tenir compte. C'est résilience d'un côté, si on regarde la situation de 2020, 2021 et même 2022, et puis entrer dans une phase de plus grande incertitude en 2023. Donc, vous avez ici, sur ce premier élément, l'illustration de la résilience des entreprises en 2021 par rapport à une crise sanitaire qui a constitué une crise de trésorerie pour les entreprises. Un peu oublié maintenant, ça remonte à un peu loin. 2020, décision de fermeture administrative, mise en place de ce qu'on a appelé le quoi qu'il en coûte, avec un objectif très clair de préserver les activités et les emplois. En disant il vaut mieux soutenir les entreprises pour les maintenir en activité, de manière à ce qu'il y ait une reprise rapide, plutôt que de voir disparaître des entreprises, donc avoir derrière un coût plus élevé. Ce quoi qu'il en coûte, c'est illustré dans le tableau de gauche, c'est 240 milliards de trésorerie apportés aux entreprises. Une partie de subventions, tous les mécanismes de fonds de solidarité, financement de coûts fixes, etc., le financement de l'activité partielle, et puis une partie d'endettement supplémentaire, donc ce sont les PGE que vous avez évoqués, ou des reports de charges fiscales et sociales. L'objectif recherché, il a été atteint quand on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, qui illustre également ce qui s'est passé en matière de PIB de manière globale. Baisse de chiffre d'affaires, c'est la deuxième colonne en 2020 par rapport à 2019. Forte reprise en 2021 et on se retrouve de ce fait avec des niveaux de chiffre d'affaires globalement supérieurs en 2021 à la situation de 2019. Troisième élément sur la rentabilité, on a un excédent brut d'exploitation des entreprises qui a subi le même effet en 2020 et très, très forte reprise là aussi en 2021. Donc, ce qui fait que globalement, on a des entreprises, à la fois du fait de leur résilience,
soutenus bien évidemment par les différents mécanismes d'aide de l'État, qui sont en bonne situation, qui étaient en bonne situation financière à fin 2021, avec une dynamique de l'endettement qui est maîtrisée. Il n'y a pas les références, mais la moyenne des entreprises, c'est la courbe orange. Vous avez les PME en bas, dont on voit que depuis un certain nombre d'années, leur structure s'est améliorée. Vous évoquez la problématique des fonds propres. Grâce à une meilleure rentabilité, la structure financière de nos PME s'est améliorée au cours du temps. Et on voit qu'il y a eu un pic pour les ETI et les grandes entreprises et une situation plus maîtrisée en fin de période. Donc, ce qui explique que, sorti de cette crise sanitaire, on soit passé du quoi qu'il en coûte à une gestion au cas par cas, et ce sont les différents mécanismes qui ont été définis dans le cadre d'un plan de sortie de crise. 2022, on est jusqu'au 24 février, on était dans une perspective de dynamique moins importante, mais qui continuait par rapport à la situation que l'on avait eue en 2021. Bien évidemment, en 2022, on avait déjà un début de phénomène de dégradation, parce que la reprise très forte en France, mais dans tous les autres pays, créait des goulots d'étranglement. Donc, les entreprises avaient des problèmes d'approvisionnement sur un certain nombre de matériaux. Donc, il y avait un démarrage de l'inflation qui avait commencé et qui a bien évidemment été amplifié par la guerre en Ukraine. Donc, on le voit dans le premier schéma, qui est l'indicateur de climat des affaires, qui s'est fortement dégradé, bien évidemment, en 2022. On voit que progressivement, il y a un sentiment ça reste négatif, mais un sentiment de confiance qui revient néanmoins, même si il y a beaucoup d'incertitudes. Si on regarde la situation de l'endettement, le graphique de droite montre que la notion d'endettement maîtrisé que j'évoquais tout à l'heure, en bleu, c'est l'endettement brut, et en rouge, c'est l'augmentation de trésorerie. Donc, on voit qu'en 2020, essentiellement, il y a eu une très forte augmentation de l'endettement, plus de 200 milliards, notamment avec les PGE, mais il y a parallèlement une augmentation de la trésorerie. Ce qui fait qu'en réalité, l'accroissement de l'endettement net a été relativement maîtrisé également en 2021. Ce qui fait que globalement, sur les 2 années, on a un niveau d'endettement qui a moins augmenté que l'augmentation que l'on a connue en 2019. L'élément à la fois inquiétant et à la fois positif, c'est ce qui se passe en 2022. 2022, vous voyez qu'il y a une très forte augmentation de l'endettement net, 85 milliards à fin octobre, qui résulte à la fois d'une augmentation de l'endettement brut, accru, 65 milliards d'endettement, et une réduction de la trésorerie, 20 milliards. La réduction de la trésorerie, c'est la consommation progressive liée à ce qui se passe en matière d'inflation. Il y a des besoins en fonds de roulement plus élevés, donc il y a des besoins de financement qui s'accroissent, mais les entreprises trouvent la trésorerie, les financements nécessaires. L'augmentation de l'endettement, c'est cette illustration-là. On a une très forte dynamique du crédit à l'investissement qui se poursuit. Ce qui montre qu'au-delà des incertitudes, cette dégradation du climat d'affaires, globalement, les entreprises, elles sont inquiètes par rapport aux perspectives, par rapport à l'augmentation du prix de l'énergie, à la manière dont cette augmentation pourra ou non être répercutée aux consommateurs ou prise sur les marges. Mais on a cette dynamique de l'investissement qui se poursuit, avec en partie un phénomène d'anticipation de certaines entreprises en disant j'emprunte maintenant parce que le coût de financement va être moindre que ce qu'il va être dans quelques mois. Ce que l'on voit très, très nettement par contre, c'est la perception de trésorerie, c'est le graphique 3 en bas à gauche, où les trésoreries sont sous tension parce que c'est le résultat de cette diminution de 20 milliards que j'évoquais depuis le début de l'année des trésoreries et le fait que, bien évidemment, les entreprises, leur perspective, c'est plutôt des trésoreries sous tension en 2023, compte tenu de ce contexte général. Et vous avez au point 4 les estimations sur les marges. Le graphique d'en bas, c'est ce qui s'était passé, que beaucoup n'ont pas connu, mais il y a un certain nombre de personnes comme moi qui ont des cheveux blancs, qui l'ont vécu. À distance, j'étais étudiant, ce qui s'est passé en 1974 avec la crise de l'énergie, qui avait eu un impact sur la marge des entreprises, puisqu'il y avait une augmentation très forte des prix du pétrole, et donc ça avait eu des conséquences sur la marge des entreprises. Donc là, on a le graphique d'en haut, c'est ce qui se passe actuellement, enfin c'est la prévision de nos macroéconomistes. On voit qu'on avait une augmentation très forte significative de la marge des entreprises en 2021,
c'est le fruit de tout le soutien que j'évoquais, une dégradation depuis, avec une perspective sur 2023 de poursuite de la dégradation, parce qu'il va y avoir la question qui va se poser du partage du coût de cette crise entre l'État, les ménages et les entreprises. Donc, il est clair que les entreprises, alors que pendant la période Covid, l'État avait couvert 80-90% du coût, dans cette crise-là, on voit bien qu'on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte, même si on s'aperçoit que chaque jour, on rajoute des éléments pour soutenir un certain nombre de secteurs économiques, mais on s'attend bien à ce qu'il y ait une poursuite de la dégradation de la marge des entreprises, qu'on estime néanmoins moins forte que ce qu'on avait connu justement pendant cette crise de 1974. Donc sur 2023, on est dans une perspective finalement d'une économie qui résiste. J'ai repris ici la dernière prévision de la Banque de France qu'on a publiée au mois de décembre, où on voit que on s'attend à une croissance très faible, 0,3% en 2023, mais on n'est pas en récession. Sous réserve, bien évidemment, de ce qui peut se passer. Donc, il y a une marge d'incertitude, bien évidemment, mais on voit qu'il y a cette dynamique, notamment la dynamique du crédit que j'évoquais, c'est les graphiques en bas à gauche. Le rouge, c'est justement alors, il n'est pas forcément totalement lisible, mais ce sont les crédits d'équipement. Donc, on voit que cette composante-là continue à être dynamique. C'est un élément positif. Ça veut dire que les entreprises continuent à investir. Je n'ai pas repris ici, mais il y a un des problèmes qui est régulièrement dans toutes nos enquêtes de conjoncture, et même avant Covid, mentionné, qui sont les difficultés de recrutement. Donc, on a cette dynamique d'entreprise. On parle beaucoup des faillites qui augmentent, etc. On reste à des niveaux inférieurs. Et on a eu cette année en France 1 million de créations d'emplois. On a de création d'entreprises. On a 900 000 emplois supplémentaires salariés à fin 2022 par rapport à la situation d'avant fin 2019. On voit qu'on a cette dynamique qu'on retrouve dans la politique d'investissement des entreprises, même si, comme je l'indiquais, il y a un élément d'anticipation. Le dernier point qui est important et qui renvoie aux enjeux que vous évoquiez au début, c'est même si on a eu cette amélioration de la situation de fonds propres de nos entreprises, on reste structurellement, et même si les comparaisons ne sont pas aussi négatives avec l'Allemagne, on avait publié au niveau de l'Observatoire du financement des entreprises un rapport qui le montrait, on a des niveaux qui en réalité ne sont pas très différents. Le problème plus particulier que l'on a en France, c'est qu'on a une très grande masse de très petites entreprises, et elles sont structurellement en situation plus difficile. C'est ce qui est illustré dans ces quelques chiffres. On a 30% des TPE qui sont, on peut qualifier de fragiles, soit parce qu'elles ont des fonds propres négatifs, 20%, ce qui est élevé, soit parce qu'elles ont un niveau d'endettement important, 10%. On a une proportion également importante, 20% de nos PME qui sont en situation de fragilité. Et avec cette difficulté, même si la situation s'est améliorée, d'avoir des entreprises qui justement grossissent, avoir de plus en plus de TI, pas de grandes entreprises, mais au moins passer de la PME aux ETI. Donc il y a effectivement un enjeu, parce qu'on voit bien que lorsqu'on parle de fonds propres, on peut trouver, on l'évoquera certainement, des mécanismes de financement de fonds propres pour des PME, des ETI, des grandes entreprises. La TPE, le fonds propre, il y a que deux manières d'avoir des fonds propres. C'est un, avoir du résultat, et deux, avoir des mesures fiscales qui renforcent la structure financière. Donc, il y a un certain nombre de mesures fiscales qui ont été mises en place, il faudra voir leurs effets, mais on a cette problématique pour une grande partie, en réalité, de nos entreprises. On ne peut pas raisonner avec des mécanismes d'entrée au capital parce que voilà, on est sur des commerçants, des artisans, et donc ce n'est que par la génération de résultats ou par des mesures de politique publique que l'on peut voir une augmentation de leur structure financière. Donc voilà globalement ce que l'on peut dire de la situation des entreprises. Comme je l'ai dit, c'est une vision globale. Derrière, il y a bien évidemment les situations individuelles. C'est pour ça que la politique publique aujourd'hui, c'est bien de faire en sorte d'avoir des solutions ciblées pour traiter ces situations particulières dans un environnement global qui finalement n'est pas aussi négatif
que ce que l'on écrit souvent, parce que voilà, dans les écrits, on préfère souvent mettre l'accent sur ce qui ne va pas, alors qu'on voit qu'en réalité, les entreprises, largement grâce au soutien public bien évidemment, mais aussi à leur action, ont été très résilientes finalement dans cette crise et continuent, malgré les difficultés, à avoir un certain optimisme finalement, puisqu'on voit dans la dynamique d'investissement ou dans les problématiques de recrutement que cette dynamique des entreprises se maintient. Très bien. Écoutez, merci Frédéric pour cette analyse. On entend finalement que le niveau de fonds propres n'est pas, en tout cas que notre perception n'est pas toujours la bonne et que le niveau de fonds propres est quand même résiste, on peut dire, plutôt bon. Alors ça dépend évidemment de la taille des structures. Et puis on a entendu aussi voilà, une trésorerie qui parfois s'effrite, des marges qui sont un peu plus compliquées. Laurent, vous qui êtes donc dirigeant de la société Sudagro, comment vous percevez aujourd'hui les choses, quelle est votre perception de la situation? Et puis si vous pouvez nous faire un petit exposé de votre entreprise, nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Ouais, en quelques mots, moi je suis président d'un groupe de PME qui s'appelle donc Sudagro, qu'on a fondé il y a environ 10 ans. On fait aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros pour environ 180 personnes. On n'est pas une ETI ou pas encore, on reste un groupe de PME avec 6 sites industriels aujourd'hui, basés en région, en particulier avec 3 sites en Nouvelle-Aquitaine et 2 en Occitanie, puisqu'on est plutôt des gens du sud-ouest de la France, même si mon nom ne l'indique pas. Notre métier, c'est des produits transformés à base de viande de porc, essentiellement boucherie et charcuterie, vendus sous des marques régionales, produits localement avec des recettes locales et vendus sous marques régionales. Et donc, pour illustrer en particulier s'il y a des Girondins ou des Basques, on a une marque qui s'appelle Iroac, qui est basée au Pays Basque, où on a des marques à Bordeaux qui s'appellent Mainjol et la Maison Savy. On est, à titre d'exemple, le plus gros fabricant de grenier médocain, de tricandis ou de gratons bordelais. Les Bordelais apprécieront. Donc on fait dans les produits très locaux. Voilà. Et pour finir, on a construit le groupe par build-up, d'une dizaine de sociétés en 10 ans. Donc on en reparlera tout à l'heure. On a repris des sociétés en difficulté, d'autres qui l'étaient moins, mais on a construit notre groupe par build-up. Et quand vous l'avez repris, ce groupe Alors, on l'a créé. Vous l'avez créé. On l'a fondé. On l'a fondé dès l'origine, en prenant une première entreprise. Et voilà, et on a repris une entreprise par an à peu près pour fonder le groupe dans sa dimension actuelle. La dernière entreprise ayant été reprise en 2020. Ma perception de la situation, elle est difficile. Notre quotidien est évidemment difficile, je ne vous l'apprendrai pas et ça sera une surprise pour personne. Notre quotidien est difficile et probablement le plus difficile qu'on ait connu depuis une trentaine d'années pour ma part dans le cadre de ma carrière professionnelle. On a tout qui va mal, mais on n'a pas de visibilité, mais on reste optimiste. Oui, on a une forte hausse de nos charges. Alors évidemment, l'énergie, le transport, le personnel, la matière première, en particulier la viande. On a une forte hausse de nos charges qui pèse et sur lequel on a du mal à résister. En face, on a une difficulté à augmenter nos tarifs. En particulier, nous, on est très exposés à la grande distribution et on a aujourd'hui beaucoup de mal à augmenter nos tarifs à la hauteur de l'augmentation de nos charges. On a parlé de répartition tout à l'heure de valeur ou de l'effort collectif. Évidemment, les entreprises et la nôtre en particulier en prennent une partie importante puisqu'on a du mal à augmenter nos tarifs. On en est quand même à notre 4e hausse en 12 mois. Vous pouvez imaginer que nos clients en ont un petit peu marre et je ne vous parle même pas des consommateurs. Mais c'est la réalité de nos besoins. Donc, on a une pression sur nos tarifs, une pression à la hausse de nos charges. Et évidemment, il y a un impact sur la rentabilité et sur nos marges. On l'a évoqué. On a une baisse de nos marges actuellement qui est significative, la plus importante qu'on ait eue depuis 10 ans, évidemment, mais dans des circonstances qui sont très particulières. En face, on a aussi une baisse de la consommation. On ne l'a pas évoqué, mais nous, en particulier dans l'agroalimentaire, on sent qu'aujourd'hui, la consommation commence à caler un peu. On a une baisse de nos ventes. Probablement pour des problèmes d'arbitrage de pouvoir d'achat et d'arbitrage de budget. L'alimentaire est souvent un élément, aussi choquant que ça puisse paraître, un élément de variabilité et d'ajustement des budgets. Et donc, on a une baisse de nos ventes et une usure de la consommation qui est à la limite le sujet qui nous inquiète le plus pour l'avenir.
On a souvent peur que les clients perdus ne reviennent jamais, et donc c'est pratiquement le point qui nous inquiète le plus. À partir de là, on reste optimiste. Pourquoi? Parce que d'abord, nous, le groupe, on a une capacité de résistance purement supérieure à la moyenne. On a l'habitude des situations de crise, on a repris des entreprises en crise, on a l'habitude des situations de crise. On en a vécu un certain nombre dans le cadre de l'histoire de notre groupe, et on a des équipes qui sont adaptables et réactives. Donc ça, on a parlé tout à l'heure de résistance. Nous, on est vraiment dans une posture de résistance aujourd'hui, dans tout le sens du terme, avec des gros efforts d'économie, d'optimisation de nos charges, de notre fonctionnement, de notre process, d'aller chercher là où il y a encore des économies à réaliser. Et ça nous a permis de passer l'année 2022 à peu près correctement. On a une baisse de nos marges et notre rentabilité, mais on reste bénéficiaire, et ça, c'est l'essentiel. Évidemment, on a eu des ajustements sur l'investissement, puisqu'on a réduit nos investissements ou on a repoussé certains de nos investissements, mais on est vraiment dans une posture de résistance à ce stade. On reste globalement optimiste parce que toute crise est porteuse d'opportunités. Et moi, je crois aussi dans les entreprises aux crises qui permettent de s'adapter et de changer, et de casser un certain nombre de résistances au changement. Et souvent, les crises, c'est l'occasion de remettre en cause pas mal de tabous, et donc de faire un effort de changement et d'adaptation. Voilà. Donc, on reste optimiste, même si on n'a pas de visibilité, mais il faut rester, sinon ça ne sert à rien de continuer. Merci Laurent. Corinne, vous êtes la présidente, la CEO de l'IRDI. Laurent, l'entreprise de Laurent est une de vos participations. Finalement, dans vos autres participations, comment vous voyez la fonction fonds propres aujourd'hui, à l'aune de ces derniers mois, et puis de l'année 2023 qui commence tout juste. Et puis, est-ce que finalement la situation est identique pour toutes les sociétés de vos portefeuilles, ou est-ce qu'il y a des particularités, je dirais, en fonction de la typologie de structure? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Alors, merci beaucoup pour cette question, et intervenir juste après Laurent, c'est particulièrement intéressant, puisqu'il reflète, je pense, assez bien une qualité commune que l'on peut reconnaître aux chefs d'entreprise des sociétés que nous accompagnons. Laurent a parlé de résilience, de résistance, et il a dit aussi ce que disait Churchill, il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Donc, effectivement, on a souvent à la tête des sociétés que nous accompagnons des capitaines d'industrie, des gestionnaires également, qui ont des bons outils de pilotage qui permettent de se poser les bonnes questions par rapport à un contexte où on a une absence de visibilité totale. Donc, par rapport à ça, et je pense aussi que Frédéric a bien introduit le sujet, il faut se poser les questions de sa stratégie, comment effectivement on va rebondir dans ce contexte particulièrement incertain. Donc, nous, au niveau de notre analyse, il faut savoir qu'on accompagne environ 200 sociétés pour ce qui concerne l'IRDI, réparties à part égale entre les entreprises de type mature, du type de celles que dirige Laurent, mon capital développement transmission, et l'autre partie, les entreprises innovantes, qu'il ne faut pas oublier également, et qui connaissent des difficultés toutes particulières dans ce contexte. Par rapport à ces 200 sociétés, on a mis en place un suivi approprié où on essaye de mesurer ce qu'a dit Laurent. Donc, on essaye de comprendre dans quelle mesure elles sont exposées à ce risque inflation, dans quelle mesure elles arrivent ou pas à répercuter les hausses de leur prix de revient, dans quelle mesure elles ont des difficultés à recruter, quelles hausses de salaire aussi sont-elles amenées à consentir dans ce contexte d'inflation? Et alors là, on a des réponses assez variées en fonction des entreprises accompagnées. Quelles sont celles qui vont revoir leur budget et leur BP? Et là, ça donne pour l'instant des réactions assez surprenantes. Dans quelle mesure elles sont exposées aussi au risque de change? On se rend compte que ça bouge beaucoup sur ces sujets également en ce moment. L'augmentation des taux, mais ça, je laisserai Christelle en parler juste après, mais ça change la donne évidemment pour les fonds propres dans un contexte de taux qui augmente. Et bien évidemment, le sujet des coûts de l'énergie. Dernier point également, ça mon équipe me le rappelait,
les chefs d'entreprise sont inquiets du climat social qui va probablement se dégrader sur 2023 et ça va faire un sujet de difficulté supplémentaire. Donc le dialogue social, la cohésion sociale, je pense, seront aussi un des métriques à prendre en compte sur cette nouvelle année. Donc nous, ce qu'on peut ressentir, curieusement, et c'est un petit peu ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, c'est une bonne résilience pour l'instant, ce qui nous surprend des entreprises, c'est-à-dire que pour l'instant, elles amortissent le choc, et elles amortissent le choc aussi parce qu'elles avaient beaucoup de trésorerie grâce aux différents dispositifs, quoi qu'il en coûte, qui subsistent encore pour certains, et Christelle en parlera, on a vu ce succès du PGE, bientôt le PPR qui reprend le relais également, donc tous ces dispositifs ont joué leur rôle et les entreprises ont encore de la trésorerie, ce qui fait que pour l'instant, les entreprises résistent et on a peu de défaillances en tant que telles. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des entreprises parle de ce caractère très incertain de l'avenir, comme l'a exposé Laurent, et voit quand même venir une baisse de leur chiffre d'affaires, sont en train de revoir leurs atterrissages et leur budget avec des baisses de chiffre d'affaires, et surtout une contraction des marges. Ça, on peut dire qu'il y en a très peu qui vont expliquer, sauf celles qui sont sur des positionnements de niche très particuliers, qu'elles vont avoir une augmentation de leur marge. Ce qu'on voit également, c'est que les positionnements des entreprises en B2B résistent mieux que les entreprises positionnées en B2B2C. C'est aussi un petit peu ce qu'expliquait Laurent, puisqu'il y a cette difficulté dans certains cas à répercuter sur ces prix de vente, ces hausses de prix de revient. Et puis enfin, surtout, ce que je disais en introduction, nous avons des chefs d'entreprise de très très grande qualité quand même, et il faut le noter, qui sont capables de résister à cette crise, de prendre les mesures qui s'imposent. Et donc d'abord, ça nécessite d'avoir des profils de gestionnaires pour avoir les bons KPI pour gérer les entreprises dans ce contexte très particulier. Et ensuite, on va avoir des différents types de réactions par rapport à cette crise. Donc, Frédéric en a parlé. Nous, évidemment, une des thèses d'investissement privilégiées, et ça rejoint ce que viennent de dire Frédéric comme Laurent, c'est la consolidation des entreprises au niveau régional. On a beaucoup de très belles PME, on a des belles ETI, et on croit que c'est encore plus le moment de participer à la consolidation d'un secteur, d'un marché, soit de manière verticale, soit de manière horizontale. C'est ce que fait brillamment Laurent. Ça nécessite du courage, ça nécessite d'être offensif. Et nous, notre objectif, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans cette stratégie offensive sur le volet fonds propres, évidemment en coopération avec les partenaires bancaires. Et c'est le moment. Alors, on note évidemment au niveau des fonds propres actuellement une diminution du deal flow. Les entreprises mettent plus de temps à lever des fonds. Les relations aussi avec les partenaires bancaires deviennent un petit peu plus complexes, notamment avec l'augmentation des taux et une plus grande sélectivité des partenaires bancaires. Écrire un BP devient plus compliqué. Du coup, quand on doit écrire un mémo ou faire une VDD, ça devient plus compliqué, donc c'est plus long. Donc, les opérations prennent plus de temps. Mais néanmoins, on voit des opérations de type consolidation, build-up qui continuent à prospérer, et il faut le souhaiter dans ce contexte actuel, ce qui permettra aussi d'absorber les problématiques de défaillance d'entreprises de plus petite taille qui ont parfois des savoir-faire stratégiques et qu'il ne faut pas oublier dans ce contexte. Donc, voilà, nous, on va essayer d'accompagner ce sujet-là. Et puis ensuite, il y a les stratégies, on va dire, plus défensives, celles des PME qui ont un niveau d'endettement trop important. Et effectivement, là, ça ne va pas s'arranger. C'est ce qu'a dit également Frédéric. Là, les fonds propres sont là. Nous disposons, nous, à l'IRDI et comme d'autres partenaires, d'outils qui permettent de renforcer les fonds propres dans ce contexte de crise et de rééquilibrer les bilans. C'est le moment vraiment d'y aller. C'est quel type d'outil? Alors, c'est un outil, nous, qui s'appelle le IRDI Impulsion. Il y en a aussi chez BP France et chez certains de nos confrères. Donc, c'est un outil qui intervient en vrai fonds propres par rapport au dispositif obligation relance ou
ou PGE. Donc l'objectif, c'est de participer à la reconstitution des capitaux propres dans un contexte où nous ne souhaitons... Alors, ce n'est pas un fonds de retournement, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce fonds-là qui intervient et en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. L'objectif, c'est de rester minoritaire, ce qui est assez rare pour ce type d'outils, en action et sans profiter, entre guillemets, des baisses de valorisation actuelles. C'est-à-dire qu'on va accompagner, essayer de structurer une opération et un montage qui ne va pas se baser sur l'année où il y a les plus mauvaises, les plus mauvaises perspectives de performance financière. Voilà, parce que sinon, on ne va pas venir nous chercher tout simplement, et c'est directement, on va dire, complémentaire des outils bancaires proposés par les partenaires bancaires. Voilà, donc c'est vraiment, on distingue bien, voilà, le défensif, on a un outil qui va bien pour ça. L'offensif, évidemment, moi je conseille aux chefs d'entreprise d'essayer de garder, alors c'est toujours difficile de garder la tête en guidon, mais parce qu'effectivement, en ce moment, il faut piloter, mais néanmoins, c'est le moment de bien observer ce qui se passe pour tirer son épingle du jeu. Et juste un dernier petit mot sur les entreprises innovantes, on en parlait également. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'effervescence jusqu'à ces derniers mois sur l'innovation. Alors, je maintiens, évidemment, en pleine crise, c'est encore plus le moment d'innover, c'est encore plus, Frédéric l'a dit, le moment d'investir de manière générale, surtout il ne faut pas être frileux à ce moment-là. Néanmoins, pour ce qui concerne les entreprises innovantes, on note qu'il va y avoir un ralentissement pareil des opérations, ça va être plus long, les valorisations baissent. On voit beaucoup, on en parlait avec vous, Guillaume, de Bridge en ce moment sur les entreprises qui ont plus de mal à réaliser des levées de fonds. Nous avons des outils, des fonds innovation qui sont là pour accompagner, justement, une fois de contre-cyclique quand c'est ça, et donc accompagner nos jeunes entreprises innovantes. C'est le moment, si on veut effectivement résister dans ce contexte de crise. Voilà. Très bien, merci Corinne. Christelle Dantras, donc vous êtes vous êtes directrice du marché des entreprises et seconde dirigeant du CIC Sud-Ouest. Et vous, quel est finalement le regard du banquier sur cette période et sur les besoins de fonds propres, sur la situation de nos entreprises? Et quelles sont donc les nouvelles contraintes liées au financement? Quel levier bancaire peut-on solliciter finalement dans cette période? Merci Guillaume. Donc effectivement, au CIC Sud-Ouest, on finance 2 PME sur 3 sur 20 départements qui sont plutôt présents sur l'Occitanie et ancienne Aquitaine. Et on a 80% de notre taux de présence sur les ETI. Ce qu'on constate, c'est un peu ce qui a été dit. Effectivement, depuis 2020, on a une économie sous perfusion avec des mécanismes d'aide qui cessent en sifflet. Et effectivement, nous, gros impact sur la trésorerie, puisqu'on a eu quasiment toutes nos entreprises avec une trésorerie pléthorique, tout au moins même les TPE et PME sur ces 2 dernières années. Donc, en impact banque, ce qu'on voyait, c'est peu d'utilisation court terme, quasiment plus de débiteurs et de défaillances d'entreprises. Monsieur Winowski le disait, en 2019, on n'est pas revenu à ce niveau-là. Mais dans le contexte actuel, c'est le dernier semestre pour tous les événements dont on a parlé, l'augmentation des charges, le coût de l'énergie, cette ressource de main-d'œuvre qu'ils n'arrivent pas à trouver, qu'on soit une TPE, une PME ou une ETI. Aujourd'hui, tous les dirigeants nous disent « j'ai un carnet de commandes, mais j'ai 2 problèmes pour le réaliser, effectivement, le coût de l'énergie, le coût de mes appros et le personnel que je n'ai pas pour le faire ». On en a quand même certains qui nous disent réduire des capacités de production alors qu'ils ont les commandes pour dire « je ne peux pas réaliser ». Ça, on ne l'a pas eu post-Covid. Donc, nous, c'est d'abord une équation avec nos équipes qu'on n'a jamais eu à mener. Et donc, sur le dernier trimestre, on constate un impact cash plus important avec une accélération des défaillances. Je le dis aujourd'hui, c'est les petites entreprises plutôt parce que, effectivement, par rapport aux fonds propres et la résilience, on a encore les PME qui résistent. Mais cet accompagnement, on voit bien qu'il va s'accélérer, en tout cas, sur le premier semestre 2022, avec un endettement embarqué avant le Covid, car il y a eu quand même pas mal de LBO et de levier qui était important sur les PME. Ils ont embarqué, je rappelle, 25% du chiffre d'affaires pour certains en PGE, qui sont un endettement qui est productif d'aucun investissement de capacité. Voilà, donc c'est quand même une dette embarquée globale
qui pèsent sur les bilans des entreprises avec un impact cash flow qu'on n'a plus aujourd'hui pour rembourser. Donc, c'est une équation. Donc, il va falloir effectivement réfléchir et surtout créer une solidarité entre les poules bancaires et nos dirigeants pour passer cette crise-là et cet accompagnement-là. Donc, effectivement, il y a 2 mécanismes et on est très content de continuer à les avoir. Effectivement, suite à la crise en Ukraine, il y a le PGE Résilience qui a été mis en place pour les impacts directs et indirects de la crise en Ukraine. Donc, par décret, en décembre, on a eu confirmation qu'il était prorogé sur l'année 2023 entier. Donc, effectivement, les entreprises peuvent souscrire jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires sous ce PGE Résilience. Donc là, c'est quand même un mécanisme encore qui nous sécurise sur cette année 2023. Il n'y a pas d'amortissement sur cette dette, mais c'est quand même à terme une dette qu'il faudra rembourser et qui s'additionne. Donc, ce n'est pas forcément la première des solutions. Et comme disait Corinne, effectivement, on a le deuxième mécanisme qui n'a pas tellement fonctionné en fait, depuis le Covid, c'est le PPR, donc le prêt de participation relance, qui avait été mis en place dès le Covid, mais nous, on en a très peu distribué. Il y a certains groupes bancaires qui ont pu distribuer. Donc là, effectivement, c'est un prêt qui peut être assimilé à des quasi-fonds propres, puisque c'est de la dette in fine sur 5 ans. Et voilà, donc elle est sécurisée par l'État. Et effectivement, sur les petites PME, je le dis, ça peut être aussi une solution. Il n'y a pas que les ETI qui peuvent renforcer leurs fonds propres avec ce sujet-là. Le PPR, les conditions d'octroi sont complexes ou C'est pas le produit le plus simple, mais aujourd'hui, on sait le structurer. Il faut ne pas avoir fait 25% du PGE pour la majorité. Donc, effectivement, si vous êtes déjà au taquet du PGE, et après, il y a des exceptions pour lesquelles on peut intervenir sous forme de PPR, mais c'est plus à discrétion. En tout cas, il faut retravailler le dossier pour les équipes. Ouais. Tout à fait. Mais après, je le redis, c'est plutôt dans la posture, effectivement, dans ces difficultés de cash, je pense qu'il faut se relier à ses partenaires bancaires et puis, effectivement, évoquer rapidement le sujet. Je ne sais pas, Guillaume, si on avait parlé effectivement des leviers pour financer plutôt ce bas de bilan. Oui, c'est ça. Il n'y a rien eu de innovant, on n'a pas créé… Mais c'est vrai que c'est pas mal de revenir sur ces outils qui existent et qui ne sont pas toujours dans l'esprit de l'entreprise. Donc, effectivement, pas de produits nouveaux. Ce que je voulais rebondir, c'est ce que disait Corinne. Il y a des produits qu'on a oubliés. Et c'est effectivement se couvrir sur les marchés les 4-5 dernières années avec ces baisses de taux et ces marchés fluctuants. Les salles de marché étaient peu sollicitées. Aujourd'hui, je le dis, il y a des mécanismes. Effectivement, les salles de marché, on peut couvrir sur le taux. Vous pouvez couvrir vos court terme. Il faut anticiper. Le change, la devise, ça se couvre. On a même des solutions aujourd'hui très petites sur les commodities, je le dis aussi pour nos petites PME, pour nos ETI, on a des solutions sans appel de marge pour couvrir tout ce qui est couverture de gasoil, de beurre, si vous achetez du blé. Donc, on a des corrélations de marché qui peuvent être tout à fait produites. Et on peut intervenir à 50 000, 100 000 euros de couverture, puisqu'on sait que c'est la structure même d'une PME d'intervenir sur ces montants. Donc, il ne faut pas hésiter là aussi à aller vers ces nouveaux produits et comprendre l'impact à 3-4 ans. C'est une assurance. Effectivement, une assurance, on la prend, elle marche ou pas dans le mécanisme, mais en tout cas, elle peut sécuriser sur un marché à proprement dit. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels nous, on demande à nos équipes de se réapproprier pour présenter aux dirigeants toutes ces solutions-là, puisqu'on les avait oubliées. Je le dis, c'est un vrai sujet. Après, il y a tout ce qui est financement de bas de bilan et du post-client, où effectivement, ces entreprises, elles ont souvent une richesse et une qualité de post-client importante qu'elles n'ont pas valorisée parce qu'elles ont du crédit court terme ou pas besoin aujourd'hui. Ça, c'est bien en amont, effectivement, qu'il faut commencer à regarder comment vous pouvez mobiliser ce poste client. Il y a plusieurs solutions, c'est souvent sous la forme d'AI, mais vous pouvez faire de la facturage. Il y a souvent dans cette entreprise aussi la richesse qui est le stock. On peut adopter du financement au stock, et ça, c'est des financements court terme, donc qui n'obèrent pas le cash flow de l'entreprise. Toutes ces solutions-là, je pense qu'en évoquant ce sujet-là avec les conseillers, ils sont capables aujourd'hui de regarder comment, dans les 12 ans ou 3 ans, accompagner la trésorerie de l'entreprise qui va être le nerf de guerre, on va se le dire, sur 2022, d'une entreprise pour passer ça. Et donc, nous, on est là, effectivement, pour remettre en place ces dispositifs qu'on n'utilisait quasiment plus, on va se le dire, ces 2 dernières années. Voilà. Après, bon, il y a tous les mécanismes, si vous avez des actifs immobiliers, effectivement, de régénérer du cash par du leaseback, mais on ne va pas se cacher, ça remet de l'endettement quand même sur la structure, et donc, c'est peut-être pas dans l'actualité de 2022 de partir sur une généralité comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Christelle. On parle effectivement des leviers de trésorerie et de financement. Frédéric, certains chefs d'entreprise peuvent tenter, alors plutôt d'ailleurs des petites entreprises, peuvent tenter de réfléchir à une renégociation
de leur PGE. Voilà. Est-ce que c'est possible? Quelles en seraient les conséquences, notamment en termes de cotation? Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? D'abord, sur le PGE, je crois que c'est important de redire que ça a été un produit qui a été efficace par rapport à l'objectif qui était recherché de maintenir les activités et les emplois. Deuxièmement, il y a des possibilités de restructuration, mais ce que l'on voit, ce qu'on a vu en 2022, c'est que les remboursements se sont passés de manière correcte. Hein. Sur les 140 milliards octroyés, il y a déjà 40 milliards de PGE qui ont été remboursés. Après, il y a comme je l'ai indiqué, des situations individuelles. On a vu dans les chiffres globaux, il y a eu cette augmentation d'endettement avec le PGE, mais il y avait cette augmentation de trésorerie. Donc, pendant longtemps, en réalité, les fonds sont restés dans les comptes. Progressivement, ça se corrige. Donc, il était important d'offrir des solutions aux entreprises qui souhaitaient restructurer, n'ayant pas forcément la capacité de faire face au remboursement. En sachant, on évoquait le plafond de 25%, en moyenne, les PGE, c'est 17% du chiffre d'affaires. Il y a des entreprises qui sont à le plafond, mais en moyenne, on n'est pas aux 25%. Néanmoins, ça peut représenter une charge importante. Donc, il y a deux dispositifs qui ont été mis en place. Un à l'été 2021, qui consiste à passer par les procédures devant les tribunaux de commerce, procédures amiables, qui permettent de restructurer avec maintien de la garantie de l'État, puisque l'enjeu, c'est le maintien éventuel de la garantie de l'État. On peut toujours restructurer son prêt en négociant avec sa banque, mais la banque, elle perd la garantie de l'État. Donc, on a mis en place ce mécanisme. Comme on a beaucoup de PGE qui ont été accordés à des très petites entreprises, hein, il faut voir qu'il y a 80% des PGE, c'est des très petites entreprises, il faut voir qu'il y a 60% des PGE qui sont de moins de 50 000 euros. C'est extrêmement significatif. Et donc là, on a dit, pour ces très petites entreprises, le tribunal, ce n'est pas forcément la solution la plus appropriée. Donc, on a mis en place un mécanisme via la médiation du crédit de la Banque de France qui permet de restructurer le PGE et d'obtenir un étalement complémentaire. Donc, on peut avoir un PGE qui, normalement, est à 6 ans, qui peut aller jusqu'à 10 ans. Alors, ce mécanisme, il est en réalité peu utilisé sur l'année 2022 depuis sa mise en place, et on devrait le renouveler d'ailleurs en 2023 parce qu'il reste utile. On a eu à peu près 600 dossiers simplement qui ont été déposés, alors que c'est un outil efficace. C'est un outil efficace parce qu'on restructure, alors en médiation, on ne restructure que la partie de crédit bancaire. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on restructure plutôt les petits PGE, parce que dès lors qu'il y a d'autres problèmes de loyers commerciaux, de baux commerciaux, de crédits fournisseurs, d'aide fiscale et sociale, c'est les procédures amiables qui sont la bonne réponse. Et sur la partie crédit bancaire, c'est une solution adaptée, parce qu'on restructure en même temps les autres lignes de financement bancaire dont bénéficient l'entreprise, et on sécurise, au travers de l'accord de médiation, les financements à court terme. Donc, il y a trois inquiétudes en fait, de la part des chefs d'entreprise qui peuvent expliquer le fait qu'elles sollicitent peu ces dispositifs. Outre le fait que la trésorerie était disponible, donc beaucoup ont pu le faire, mais les incertitudes 2023 reposent bien évidemment la question. C'est à partir du moment où je restructure, l'entreprise se dit « Ah, je vais être fléché par ma banque, donc je vais avoir plus de difficultés à obtenir des financements de baux. » C'est là qu'en restructurant, au contraire, on sécurise, comme je le disais, le financement court terme. En négociant une restructuration, outre le fait qu'on étale sa charge de remboursement, on sécurise le financement court terme. Donc, cet argument, je veux dire, il n'est pas totalement vrai. Et effectivement, à partir du moment où je vous prête 100 euros, vous ne me les remboursez pas, je vais être plus regardant à vous prêter à nouveau 100 euros. C'est un comportement, je dirais, normal de la part du banquier. Il y a une deuxième appréhension qui est effectivement de dire, si je restructure, ça va conduire à une dégradation de ma cote Banque de France. On ne cote que 30% des entreprises bénéficiaires de PGE. On cote à partir d'entreprises qui ont des chiffres d'affaires de plus de 750 000 euros. Il y a beaucoup de bénéficiaires de PGE qui ne sont pas cotés par la banque. Et en réalité, si on est coté par la Banque de France, les entreprises qui vont être dans ce cas-là, si elles ont un problème, elles sont en général, en pratique, parce que la Banque de France fait correctement son travail, comme les banques, elles sont déjà mal cotées par la banque. Et donc en réalité, il n'y a généralement pas de dégradation. La dégradation, elle est automatique si une entreprise est bien cotée, ce qu'on appelle une cote éligible. Et là, on est obligé, pour respecter les critères de la Banque centrale européenne, de la dégrader. Donc, en pratique, une entreprise qui a un problème, elle est
normalement déjà mal cotés, et donc en pratique, il n'y a en réalité pas de conséquences. Et la troisième appréhension, c'est de dire, si je restructure, la banque va me déclarer ce qu'on appelle en défaut, va flécher la situation de l'entreprise. C'est exact. Mais en réalité, là encore, à partir du moment où les banques font correctement leur travail et on le vérifie, elles doivent déclarer en défaut une entreprise dès lors qu'elle estime qu'il y a un risque de non-paiement. Et donc aujourd'hui, une entreprise qui a potentiellement un problème de remboursement, elle est déjà en fait déclarée défaut par la banque auprès de la Banque de France. Et donc le fait de restructurer, je dirais, au contraire, va améliorer sa situation puisqu'elle va bénéficier de ces avantages d'étalement, de sécurisation du crédit court terme. Donc on est vraiment dans une situation où il y a des appréhensions qui sont en réalité fausses par rapport au fonctionnement normal. À partir du moment où une entreprise a un problème, elle peut se cacher les yeux, mais ça ne réglera pas le problème. Alors qu'au contraire, en venant restructurer, soit la médiation, où on ne peut traiter que la partie crédit bancaire, soit au travers des procédures amiables et de conciliation notamment, ça permet d'apporter des solutions et de permettre à l'entreprise de passer ce cap difficile, 2023, peut-être 2024, en ayant des délais supplémentaires pour rembourser ces PGE, même si on estime aujourd'hui que 95% des PGE seront remboursés. Parce qu'on a une situation, comme je le disais, macroéconomique qui est résiliente, avec ses difficultés individuelles qu'il faut traiter. Mais voilà, il faut essayer de balayer finalement ces appréhensions qui sont réelles, mais qui en pratique ne sont pas avec un effet véritablement concret, compte tenu de l'équilibre coût-avantage finalement que peut représenter une restructuration de son PGE et aussi des autres crédits bancaires, parce que c'est aussi important, même si beaucoup d'entreprises n'ont eu que du PGE, un certain nombre ont aussi d'autres crédits bancaires. Très bien, merci Frédéric pour ces explications. Laurent, comment vous gérez la situation de votre groupe à l'heure actuelle et quel retour d'expérience? Alors, d'expérience, je sais que vous n'avez pas eu de récente sur des build-up, mais ceci étant, je crois que vous êtes en recherche finalement permanente d'opportunités, soit pour étendre votre offre produit ou votre maillage territorial. Donc comment aujourd'hui, comment vous ressentez les choses et comment vous gérez cette situation pour 2023? Nous, on était dans une situation plutôt favorable avant le début de la crise Covid et même aujourd'hui, puisqu'on avait de la trésorerie. La clé dans nos entreprises, ça reste quand même le cash. Et donc, nous, on avait la chance d'avoir de la trésorerie avant la crise Covid. Et donc, on a plutôt bien traversé cette crise et on n'a pas fait appel au PGE parce qu'on n'en avait pas besoin. Et beaucoup d'entreprises ont fait appel au PGE par précaution, pour les mettre sur des comptes. Et nous, on n'a pas vu l'intérêt parce qu'on n'en avait pas besoin. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris du PGE par précaution parce qu'ils étaient inquiets sur l'avenir. Nous, on n'était pas tant que ça. Donc nous, on a plutôt une situation confortable, c'est celle d'avoir de la trésorerie. Et donc, par rapport à ça, on ne fait que appel au financement. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que oui, nous, on est toujours en recherche d'entreprise pour poursuivre notre consolidation du marché et notre build-up. Mais on est dans une situation actuellement plutôt en attente, puisque les entreprises n'ont pas toujours intégré dans leur valorisation le manque de visibilité pour une partie et les quelques années difficiles qu'on vient de passer pour l'autre. Donc aujourd'hui, il y a quand même, à mon sens, un décalage entre la valorisation des entreprises et le prix qu'on peut payer par rapport à la situation. Ce que je voudrais dire, moi, sur le financement, c'est que, une entreprise en rebond, ça coûte toujours plus cher que ce qu'on a prévu. Nous, on a une expérience, 3 de nos entreprises, on les a reprises en difficulté. Ce qu'il faut être clair, c'est que ça coûte toujours plus cher que ce qu'on a prévu. Et ça ne se passe jamais comme on a prévu. Donc, en termes de financement, il ne faut pas hésiter à lever plus que ce qu'on pense avoir besoin parce qu'il faut garder des marges de manœuvre. Je n'ai pas eu une entreprise dans les 10 qu'on a repris qui s'est passée comme c'était prévu. Alors, certaines mieux, d'autres moins bien. Donc, le premier élément, c'est qu'il faut lever plus et il faut demander plus que ce qu'on a besoin parce qu'il faut de manœuvre. Il ne faut pas avoir la pression et le couteau sous la gorge dès le début. Une opération de rebond, c'est complexe, ça prend du temps et donc il faut avoir des marges de manœuvre.
Par rapport au financement, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il faut faire du haut de bilan et de la dette. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont peur d'ouvrir leur capital. J'ai des amis chefs d'entreprise qui ont toujours peur d'ouvrir leur capital. Nous, on l'a fait dès le début. On ne l'a pas regretté avec Clearly. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ils sont minoritaires, mais ils ont 45% du groupe. Mais ce haut de bilan, ça permet d'avoir des moyens pour se développer sans avoir la pression du remboursement à court terme de la dette. Donc, c'est important de faire du haut de bilan et d'ouvrir son capital. Il y a des partenaires fiables, de confiance. On a vécu des crises avec Clearly sans aucune difficulté. On s'entend très bien et on voit bien qu'on est capable d'avancer. Mais ce haut de bilan permet de limiter la pression. Et la deuxième chose que je dirais sur la dette, c'est que nous, l'expérience qu'on a, c'est qu'on a toujours levé de la dette avec du différé de remboursement, au moins du capital. Et c'est important parce que là aussi, il ne faut pas, quand on est dans une entreprise en rebond, il ne faut pas, dès le début, se demander comment on va rembourser la dette. Il y a d'autres sujets en général plus urgents pour rebondir et donc il faut se donner du temps avant d'avoir cette pression de remboursement. Et donc pour ça, c'est important, à mon sens, de faire du différé. Donc voilà, ce que je retiendrai, c'est il faut plus que ce qu'on pense, parce que ça coûtera toujours plus cher, et se donner du temps. D'accord, très bien. Écoutez, merci Laurent pour cet éclairage. Finalement, si je résume bien ce que vous dites, c'est qu'il faut quand même un bon équilibre entre fonds propres et dette, voilà, se donner du souffle. Il y aura certainement de la consolidation et des opportunités qui vont se manifester dans les années qui viennent, enfin dans l'année qui vient. Dans les mois, j'espère. Dans les mois, je le souhaite. Et donc, l'importance d'avoir un bon niveau de fonds propres également quand même pour nos entreprises, nos PME, ne pas hésiter à ouvrir son capital parce que ça peut présenter une réelle opportunité en termes de souffle tout en gardant le contrôle. L'exercice de la levée de fonds, c'est un exercice qui est toujours délicat, qui prend du temps et pour lequel il faut être bien entouré. Donc voilà, c'est des choses qui se préparent bien en amont et je pense que Corinne, vous connaissez bien le sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières qui ont été. A priori, il n'y a pas eu de questions pendant le webinaire. Peut-être qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser, auquel cas on peut réserver un petit temps. Peut-être le temps que des questions arrivent, je voudrais revenir un moment sur le problème des PPR, des prêts participatifs relance et des obligations relance, parce qu'il y avait d'ailleurs deux mécanismes. Les obligations relance, d'ailleurs, ont mieux fonctionné. Alors, elles sont à plus long terme, puisque c'est un remboursement à 8 ans fini, alors que le PPR, c'est 8 ans aussi dans les franchises. Un des éléments qui explique le fonctionnement relativement limité, c'est qu'il a été imaginé dans une perspective de relance mis en place finalement un petit peu tôt par rapport à la situation et dans un contexte qui maintenant a changé. Mais il y a surtout une problématique qui était importante, qui est de taux. Donc il y a un taux plafond qui doit être autour des 4,5-5%, qui n'était pas forcément intéressant au moment où ça a été mis en place, parce qu'un crédit d'investissement, finalement, il coûtait moins cher. Aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, même si cette augmentation finalement reste limitée, quand on compare les taux d'intérêt par rapport aux taux d'inflation, on a des taux réels négatifs en réalité. Alors qu'avant, on avait des taux à peu près comparables au niveau d'inflation qui étaient plus bas. Et donc, cette augmentation des taux d'intérêt, finalement, rend plus avantageux ce type de produit, parce que c'est quand même un financement de long terme, donc ça reste de la dette, il faudra rembourser. C'est pour ça qu'on parle de quasi-fonds propres, parce que c'est de la dette longue. Il y avait surtout un différé de remboursement en capital. Et donc, les obligations relance ont bien fonctionné, puisque même elles sont au plafond, qui étaient prévues. Il y a à peu près un peu moins de 2 milliards qui ont été distribués. Dans les prêts participés relance, on est autour d'un peu plus d'1 milliard, alors qu'il y avait plus de 10 milliards d'enveloppes qui étaient prévues. Il y a typologie d'entreprises qui ont recouru pour l'instant. On a une idée du typologie d'entreprises qui ont recouru Ce sont essentiellement des ETI. Oui, donc ils ont été prorogés, mais ils sont disponibles jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc ça reste effectivement des projets. Donc il y a des réflexions en cours
pour éventuellement réallouer aux obligations Roland. Alors, il y avait déjà eu des éléments de simplification qui avaient été mis en place suite à différentes réflexions. Donc, c'est vrai que ce sont quand même des produits qui s'adressent de toute façon plus à des ETI ou des grosses PME. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué qu'un produit classique, mais enfin, ça reste gérable. C'était quand même de manière importante cette problématique de taux. C'était plus intéressant finalement de souscrire auprès de sa banque un crédit d'investissement normal, il coûtait moins cher. Certes, il pouvait être de la même durée, il n'y avait certes pas de. Il pouvait y avoir, parce que ça se négocie aussi des modalités d'amortissement. Mais voilà, le contexte de taux d'intérêt, normalement, fait que ce type de produit en 2023 devrait être beaucoup plus attractif que ce qu'il a pu l'être lorsqu'il a été. Et on a une date de fin de ce type de. Pour l'instant, ils sont prorogés jusqu'à la fin de l'année 2023. Fin d'année. Cela étant, ça reste des outils de dette. Hein, et ça reste de la dette. Et effectivement, les entreprises là, vont comprendre que qu'est-ce que c'est de la dette dans un contexte de hausse des taux. Hein, donc, on va voir l'impact du résultat financier et la nécessité de rembourser ces dettes concomitamment à des problématiques de BFR et de dépenses d'investissement. D'où l'importance vraiment, hein, jusque-là, on était beaucoup dans le quoi qu'il en coûte et l'endettement facile. L'endettement, effectivement, reste complémentaire, comme l'a très bien expliqué Laurent, d'une opération de fonds propres, mais il ne faut pas oublier quand même de reconstituer ses capitaux propres et ne pas imaginer que ces outils-là ne sont pas des outils de dette. Voilà, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut toujours réfléchir et à la fois haut de bilan et bas de bilan, même si ce sont des outils très adaptés hein, qu'on recommande une fois de plus, mais néanmoins, voilà, une certaine vigilance. Et Laurent, il a très bien expliqué, hein, effectivement, le fonds propre, l'intérêt, c'est la patience et le fait qu'on s'adapte par rapport. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir son capital. Et puis, ouvrir son capital, c'est faire rentrer des partenaires qui peuvent avoir un regard différent sur la situation et qui peuvent apporter quelque chose. Souvent, un partenaire de fonds propres a une valeur ajoutée dans son regard sur la stratégie, sur le fait que le chef d'entreprise est souvent solitaire. Et donc, à un moment donné, il faut aussi pouvoir échanger avec des partenaires et l'ouverture du fonds propre n'est pas seulement un intérêt financier, il est aussi un intérêt stratégique. Et Laurent, par rapport à ce qui est important aussi, c'est un bon outil, je le dis, pour tous les banquiers, pour toutes les entreprises, vraiment échanger avec votre banquier, quel qu'il soit, voilà, sur ces difficultés, pour qu'on puisse vous accompagner. On est là dans les territoires. Je crois que collectivement, on a besoin effectivement de soutenir cette économie et de passer ces 2-3 ans. Donc, je crois que plus on est dans l'échange, dans l'explication de votre business model et trouver ensemble les solutions. Voilà. Et encore une fois, il y a des entreprises qui vont très bien, effectivement, et qu'on accompagne sans aucun souci les uns les autres aujourd'hui dans ce contexte-là. Donc, mais même si on est en difficulté, il faut être transparent et avec son banquier. Il n'est pas là pour vous tuer, il est là pour vous aider et son investisseur. Je pense que la transparence permet la confiance et permet de trouver des solutions ensemble. Très bien. C'est un très bon mot de conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis. On était ravis d'organiser ce webinaire. Donc, il a été par BPFT et puis donc on finit juste à temps puisqu'il est 9h. On vous laisse à vos activités. 10h. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.